Lors de la dernière séance du conseil municipal de la ville de Percé du 14 janvier 2025, des citoyens sont venus présenter leurs préoccupations et formuler des propositions sur des enjeux variés touchant entre autres la sécurité publique et le rapport contesté de la CMQ. Nous commençons avec l'intervention de Suzanne Méthode, copropriétaire du domaine Renard, qui a proposé la formation d'un groupe de travail pour assister le conseil municipal dans l'identification de nouvelles sources de revenus pour le Bureau d'information touristique et pour discuter de la redevance touristique. L'an passé, on a tenu une rencontre avec la mairesse à l'époque, la direction générale de la ville. On était une douzaine d'entreprises, je vais vous les nommer. Là, il y avait Poussière d'Étoiles, Naté Compagnie, Black Whale, la librairie, le camp de base, les bateliers de Percé, le manoir de Percé, il y avait la maison du pêcheur et le motel Fleur de Lys. C'était une rencontre qui avait eu lieu à ce moment-là en réaction là, avec l'idée là, de fermer le bureau touristique qui pour nous était demandait qu'on regarde les budgets là, pour voir s'il y avait moyen d'éviter ça. Et on en est venu à la conclusion que au-delà là, du bureau, puis de trouver les financements qui permettent la pérennité là, du bureau touristique, c'est les infrastructures. Hein, on est quand même une poignée de payeurs de taxes qui paient des infrastructures qui subviennent aux besoins des services de 500 000 visiteurs, bon an, mal an, qui nous visitent. Alors, il faut trouver de l'argent pour ça et il y avait toute la discussion autour de la redevance. Lors de cette rencontre-là, tout le monde s'entendait sur le fait que le principe de la redevance méritait une réflexion encore. Personne n'était contre. Tout le monde a dit on n'est pas contre. C'est bon, peut-être la façon, puis on peut réfléchir encore à ça. Fait qu'il était convenu dans cette rencontre-là qu'on se revoit, tout le monde ensemble. Bon, plein d'affaires sont arrivées, ça s'est pas fait, mais j'ai été informée, on a eu un petit échange avec Mme Gaétane qui m'informait qu'un autre groupe avait initié une rencontre similaire. Alors, ce que je demanderais au conseil, à la ville, c'est est-ce qu'on pourrait répéter la chose, mais faire un vrai groupe de travail, une consultation le plus élargie, la douzaine que je viens de nommer, avec l'autre groupe qui s'est formé et d'autres qui voudront, pour vous assister, parce que c'est pas évident, il faut qu'on trouve des solutions. Alors, c'est la recommandation. En fait, c'est la demande qui est une recommandation là, que je vous fais, là, une proposition plus rassembleuse et qui intègre un grand groupe. Votre suggestion tombe bien. Il y a un comité ici. Madame Aucœur, Madame Réal, M. Fréchette qui siège. Vous avez déjà une... M. Gagné, on a eu une Jean-Claude Méthode. Monsieur Jean-Claude Méthode aussi. Falloir relancer ça. Hein. C'est dans plein temps dans l'hiver de refaire ça. Puis, c'est sûr, comme Mme a dit, on pourrait l'élargir aussi. Là. C'est sûr que si tu l'élargis, peut-être nous envoyer les noms de tous les commerçants, s'il vous plaît. On va voir. Les membres du comité sont ouverts à accueillir plus de monde. On va relancer l'exercice. Puis tous ceux et celles qui nous entendent à la maison, bien, prenez-en note. De toute façon, on avait demandé que tous ceux qui voulaient embarquer avec nous autres pouvaient embarquer, qu'il n'y avait aucun problème. Ouais, qu'on pouvait élargir. Parce que nous, moi, je l'ai parti parce que ça s'était arrêté. Et puis... merci, M. Méthode. Ça continue. On attend que la ville faisait une réunion. Puis ensuite, tout le monde aurait été mis au courant. Puis tout le monde aurait pu embarquer. Passons maintenant à l'intervention de Louis Beaulieu, qui s'est exprimé au sujet des taxes et du diagnostic organisationnel. Il a également demandé si la lettre envoyée à la ministre concernant le rapport contesté de la CMQ pouvait être rendue accessible, ainsi que la déclaration relative à la langue officielle. Touchant le point 1.7, l'adoption de la question de l'augmentation, enfin l'établissement des taux de taxes, est-ce que le taux de 0.9 au niveau résidentiel rejoint ce que vous aviez annoncé, si je me souviens bien, d'une augmentation à peu près de 4 % des taxes à Percé? Non, ce que j'avais, 4 % globalement. Ouais. Mais si on prend la maison moyenne, le taux selon le rôle d'évaluation, la maison moyenne, ça représentait une augmentation de 2 % pour une résidence.
Et pour les commerces, le 2,1 2,06, est-ce que ça représente le même niveau d'augmentation? Là, je ne m'en rappelle pas du chiffre précis, mais c'était surprenant, c'était un peu moins parce que le rôle d'évaluation, la valeur des propriétés commerciales a moins monté que les résidences. C'est probablement parce qu'il s'est moins vendu de commerce dans l'espace de temps qui a été examiné par la firme Servitech. D'accord, merci. Concernant le 1.19, la question du diagnostic organisationnel, est-ce que c'était une recommandation ou une obligation que nous avions de la Commission des municipalités du Québec? C'était le terme recommandation qui avait été mis, mais... Est-ce qu'on trouve approprié quand même, dans un contexte où ça pourrait se faire peut-être et qu'on... J'ai d'autres points un peu sur cette question, mais préalablement, avant de les dépenser 70 000 $ sur une évaluation, un diagnostic à ce point poussé, est-ce qu'on n'aurait pas pu réévaluer les choses de façon un peu plus raisonnable en termes de budget? Un des obstacles à faire ça, c'est que, bon, il nous manque des officiers à l'hôtel de ville. Et déjà qui ne sont pas très nombreux, pour toute la tâche qui déboule à l'hôtel de ville. En plus, s'improviser diagnostic spécialiste en ressources humaines, c'était pas réalisable. 63 575 $ sur un maximum de 70 $. Si vous remarquez, ça peut amener ce diagnostic-là à des économies à long terme. Ça fait que c'est pas un mauvais placement. Puis on est comme pas obligé, mais très, très, très recommandé de le faire, anyway. Ça fait que c'est ce que le Conseil a considéré que c'était pas une dépense frivole. Merci pour cette réponse un peu éclairante. Comme nous contestions le contenu de ce rapport de la CMQ, est-ce que maintenant que les choses sont sorties au niveau des médias, nous avons accès à une copie de la lettre qui a été envoyée à la ministre, ainsi qu'une copie de sa réponse, puisque semble-t-il les journalistes ont eu le privilège d'en avoir une. Alors, je présume que le public, maintenant, peut y avoir accès. Ils ont eu... c'est une lettre adressée à la ministre. Il y a eu une demande d'accès à l'information. Je ne sais pas si tous les avis légaux vont il y a des avis légaux contraires là, de notre firme là-dessus, mais notre firme de juriste conseil là-dessus. Mais vous pouvez faire une demande d'accès à l'information, mais c'est pas public, on ne l'affichera pas sur le site. Mais pourtant, les journalistes en ont eu une copie. Ils ont fait une demande d'accès à l'information. Ah bon? C'est par ce biais-là qu'ils ont eu et la copie de la lettre que nous avons envoyée et la réponse de la ministre. La copie de la lettre envoyée et de la réponse. Il y avait les copies des deux. Non, moi, j'ai pas eu de réponse. Je voudrais recommander au Conseil, étant donné qu'il y a eu une certaine... moi, j'ai des échos d'Autour et d'autres municipalités qui n'ont pas fait tout le lien là, de cette démarche entre la contestation des rapports qui est sorti cet été par des citoyens et par le Conseil et les membres du Conseil à ce moment-là. Étant donné que la lettre envoyée à la ministre comportait des éléments qui ont été dévoilés de façon publique par les médias, qui expliquaient un peu le contexte de pourquoi on contestait le rapport de la CMQ, est-ce qu'on pourrait demander à ce qu'un communiqué et une déclaration soient faites par la Ville ou le Conseil en particulier pour justement reprendre ces éléments qui sont maintenant publics par les médias, reprendre ces éléments là qui justifiaient le pourquoi nous demandions une rencontre avec les enquêteurs et ce que nous contestions dans le rapport de la CMQ, qui était un rapport inepte qui passait à côté de la problématique, tout en la nommant, mais qui passait à côté
complètement la problématique. Alors, je pense que de ce que les médias ont dévoilé, ces aspects-là étaient mentionnés dans la lettre envoyée à la ministre et ça serait peut-être opportun pour clarifier un peu aussi toute cette saga, parce que ça fait quand même plusieurs mois. Les gens n'ont pas fait toujours le lien là, de toutes les démarches entre la demande des citoyens suite au rapport, la demande, la lettre envoyée par la Ville et ainsi de suite. Alors, c'est une recommandation que je fais au conseil municipal à ce niveau-là. Je voudrais revenir sur le point 1.22 quant à la déclaration de la langue officielle. C'est effectivement le fait que les villes doivent adopter... je voudrais juste de me faire assurer sur des choses. Ça n'impliquera pas qu'on demandera des exigences linguistiques, de bilinguisme pour les embauches d'employés à la ville de Percé. Non. C'est pour garantir la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Ça découle de la loi sur l'application de la langue officielle, que les administrations, ministères, etc., dont les villes doivent se plier à ces exigences dans leur communication. C'est ça. Mais on peut avoir des employés bilingues, puis ils peuvent s'adresser aux citoyens en anglais, et parliamo italiano también, mais il n'y a pas de loi contre ça. C'est dans nos communications officielles. Parfait, merci. Enfin, plusieurs citoyens, dont Louis Beaulieu, Suzanne Méthode et Gaétan Essiard, ont soulevé des préoccupations liées à la sécurité publique. Ces interventions ont porté sur la réduction de la limite de vitesse entre Cap-Blanc et la Côte-Surprise, les risques d'accidents causés par des véhicules stationnés sur la route des Failles et devant Folie-Boréale sur la route d'Irlande, ainsi que sur l'état déplorable de cette dernière. Je vais finalement conclure sur une demande qui traîne, entre guillemets, mais qui est quand même très importante pour la sécurité. C'est la demande qu'on a faite au ministère du Transport il y a déjà 1 an, quant à la limite de vitesse, de réduire la limite de vitesse au niveau du tronçon de la 132 à la Côte-Surprise, en fait, qui va du Cap-Blanc à la Côte-Surprise, là où il y a beaucoup de camping, beaucoup d'activités, des déplacements de roulottes et de véhicules qui sont beaucoup plus lents, qui doivent sortir ou rentrer dans des campings et qui peuvent être sujets à des accidents par des voitures qui dépassent la limite actuelle de 80 km/h, qui est beaucoup trop élevée pour les activités dans ce secteur. Vous avez fait votre demande au ministère des Transports et de la Mobilité. La Ville on l'a fait. La Ville avait fait une demande et évidemment, c'est quelque chose, il va falloir exercer, Monsieur le maire, un peu un jeu de bras, parce que, évidemment, le ministère ne laisse... Avec l'inquiétude, les autres ont des réglementations. C'est ça. Puis nous autres, on fait des demandes. S'ils disent que ça reste à 80, just too bad. Oui, mais on peut, je pense, revenir à la charge parce que on m'a déjà dit que dans un cas, dans le bout de Balachois, on était revenu à la charge 2 ou 3 fois et finalement, le ministère a accepté de réduire. Donc, je pense que je vous demande de revenir à la charge et de garder le dossier. Bien, tant qu'à être dans le sujet de la sécurité publique, je ferai une demande similaire, mais je crois que c'est à la ville que ça appartient à la route des Failles. Dès qu'on tourne la 132 puis qu'on monte vers le rang d'Irlande, vous avez remarqué, il y a beaucoup des touristes là, qui se stationnent dans la pente. Moi, je demeure sur la route d'Irlande. Et c'est dangereux. L'été, combien de fois j'ai failli frapper un enfant qui sortait de la voiture, un chien qui courait, parce que c'est souvent 20, 30, 50 voitures à la file qui sont stationnées comme ça, et ça réduit presque des fois entièrement la voie descendante. Alors, s'il y a moyen de regarder ça et de trouver une façon d'assurer la sécurité, et je pense que de réduire l'accès au stationnement un peu sauvage là, sur ce côté-là de rue, en fait sur la voie publique, devrait être considéré. Merci. Concernant des autos stationnées, il y a l'attraction Folie Boréale.
dans la route d'Irlande, où est-ce que c'est justement dans une côte, comme on dit en anglais, blind hill, hein? On voit pas qu'est-ce qui s'en vient. Puis souvent, il y avait des camionnettes de stationnées sur la route d'Irlande, souvent jusqu'au tiers du pavé. À ce moment-là, si tu te tasses et il y a une auto qui arrive, mais il y a un gros risque d'accident là. Ça serait le fun de leur demander s'il n'y a pas moyen de faire un stationnement, qu'il soit en garnotte ou whatever. Tantôt, il y avait une plainte pour un pavage de terrain de basketball. Ça m'a fait penser que, je ne sais pas si vous avez vérifié le pavage sur la route d'Irlande. Je ne sais pas si vous passez par là parfois. Sincèrement, là, c'est une joke, ça. Hein? Puis, en tout cas, je sais pas c'est qui fait ça. Mais en tout cas, je voudrais vous dire que moi, j'ai une chance que je reste pas dans ce coin-là. J'aurais chialé pas mal plus que ça avant. T'sais. On a eu du chaud à rendre. Ouais. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.